Good afternoon. My name is Bonjour, je suis Annette Dixon, vice-présidente pour le développement humain ici à la Banque mondiale et je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous tous et avec un ensemble d'intervenants de marque. Nous allons parler de la nécessité urgente d'améliorer l'apprentissage dans le monde en développement. Je vais vous expliquer pourquoi je suis particulièrement intéressée par cette question. On se concentre maintenant sur les véritables questions qui sont au cœur de cette question, pas simplement pour le monde en développement. Comme vous le savez, nous venons de lancer le projet de capital humain il y a tout juste 6 mois et cela comprend donc l'indice de capital humain qui mesure l'apprentissage et la santé des enfants pour voir comment cela a un impact sur la réalisation du plein potentiel des enfants, mais également l'impact que cela peut avoir sur le pays. Aujourd'hui, nous avons plus de 60 pays qui ont reconnu la nécessité d'accélérer les progrès dans le domaine du capital humain. Et nous avons de grands champions dans ce domaine, dont 2 qui se trouvent ici, Penny Mordaunt et Henrietta Fore. Nous nous rendons tous compte que le défi est de taille dans le monde en développement en ce qui concerne l'enseignement. Il reste encore 200 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés pour toutes sortes de raisons, y compris le genre, des handicaps, les conflits et, dernier mais pas des moindres, la pauvreté. Quand ces enfants sont scolarisés, nous savons que 60% des enfants dans l'élémentaire n'arrivent pas à apprendre à lire et à faire des mathématiques et écrire. Nous savons que les compétences et les aptitudes que les enfants dont ils disposent et dont ils auront besoin pour réussir dans le monde du travail changent parce que le monde est en train de changer pour tous. Prenons pour exemple la lecture. C'est une compétence qui est essentielle et vous vous accorderez à dire qu'il s'agit d'un droit humain, mais on est très loin de l'alphabétisation totale des enfants au monde. Pour vous donner des exemples, aujourd'hui, au Mexique, environ 10% des enfants de 10 ans ne savent pas lire. En Indonésie, on est environ à 50%. Et dans un pays tel que le Niger, un des pays les plus pauvres au monde, nous avons environ 90% des enfants de 10 ans qui ne savent pas lire. Il existe des défis critiques à tous les niveaux de développement pour tous les pays, mais c'est une des choses que nous avons appris de ce projet sur le capital humain. Quand il s'agit des résultats de l'apprentissage, on se rend compte que pour la plupart des pays, à revenus moyens, à revenus moyens intermédiaires et à revenus faibles, il existe un grand écart entre les années passées à l'école et les années en équivalence apprentissage. Tout simplement, les enfants qui ne savent pas lire, eh bien, ce n'est pas acceptable. Cela représente le fondement de toutes les autres compétences qui permettent de réaliser le potentiel des enfants. À mon sens, ce n'est pas simplement une question qui incombe au ministère de l'Éducation, c'est une question qui doit intéresser tous les décideurs politiques de tous les secteurs et pour la société dans son entièreté. Hier, nous sommes réunis sur la question donc, du capital humain en Afrique et Ruth Kagir, notre collègue, nous a posé une question. Elle nous a demandé pourquoi cela prend si longtemps. Nous savons que la scolarisation et l'apprentissage sont 2 choses différentes et il est urgent de voir comment nous pouvons répondre aux promesses, satisfaire les promesses de l'éducation. Et nous devons apprendre à tous les enfants ce qu'ils ont besoin de savoir. Je vais me tourner vers Melinda Crane qui va animer la séance d'aujourd'hui avec des intervenants experts en la matière. Merci beaucoup. Annette Dixon et bonjour, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs. Je suis
Melinda Crane et je suis correspondante politique en chef à la Deutsche Welle. C'est un plaisir que d'animer la séance d'aujourd'hui. Le titre de notre événement phare est l'apprentissage compte. Pourquoi avons-nous besoin d'une révolution de l'apprentissage? Et Annette vous a expliqué pourquoi. La raison est que les systèmes éducatifs sont trop souvent concentrés sur la scolarité plutôt que des résultats d'apprentissage positifs. Et nous voulons parler aujourd'hui de la concentration sur l'obtention de résultats de qualité, non seulement parce que c'est un objectif en soi, mais l'apprentissage, c'est également une force motrice du développement et de la croissance inclusive et pérenne. Avec nos panels, nous allons nous concentrer sur le fond et sur le processus de l'apprentissage de qualité. À cette fin, nous allons diviser la séance en deux échanges différents. Tout d'abord, le premier panel va nous parler de la nécessité de cette nouvelle approche. Pourquoi avons-nous besoin d'une nouvelle approche? Quelles sont les pénuries actuelles? Et nous allons voir quels sont les besoins. Ensuite, nous allons nous concentrer sur les procédés et les systèmes, voir comment nous pouvons aligner les différentes parties prenantes, l'État, les partenaires du développement, le secteur privé pour pouvoir avoir une approche cohérente et commune. Et c'est nécessaire si nous souhaitons réaliser cette révolution. Je vais demander au premier groupe de participants de me rejoindre sur la scène. Vous verrez donc vos noms sur la scène. Veuillez donc monter sur scène et je vais vous présenter. So a warm welcome, and before Bienvenue à tous et avant de vous présenter, je souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous écoutent en ligne. Nous avons donc une diffusion en ligne et un chat en ligne à live.worldbank.learningrevolution.org. Si vous entendez quelque chose de particulier, veuillez donc le partager avec le reste du monde sur Twitter avec hashtag Learning Revolution. Le temps imparti étant limité, je vais vous demander de consulter votre programme ou le site web si vous souhaitez apprendre davantage de détails. Et nous allons vous donner la parole dans l'ordre alphabétique. Henrietta Forêt, qui est directrice exécutive de l'UNICEF, anciennement administratrice à l'USAID et elle a également travaillé dans le secteur privé à des postes à haute responsabilité. Donc merci, c'est un plaisir de vous voir. Donc par ordre alphabétique, je continue du côté droit. L'extrême droite, je ne veux pas dire ça, mais bon, à droite. Julia Gillard, qui est présidente du conseil du partenariat mondial pour l'éducation. Elle a été première ministre de l'Australie et à ce poste, elle a entamé une réforme de l'éducation révolutionnaire. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Penny Mordaunt est secrétaire d'État pour le développement international au Royaume-Uni. Elle est à la tête de l'équipe ministérielle et est également ministre pour les femmes et l'égalité. Merci d'être avec nous. Et c'est un plaisir d'accueillir son Excellence Jacob Youssou Safa, qui est ministre des Finances et du Développement économique de la Sierra Leone. Il a commencé sa carrière dans la planification du développement et a beaucoup d'expérience dans la formation et la participation communautaire. Votre Excellence, merci d'être avec nous. Je souhaiterais commencer par parler ou du moins par les partenaires du développement. Et je souhaiterais que vous parliez des manquements. On a déjà dit que l'éducation attire davantage d'attention et de ressources. Cependant, dans l'apprentissage à proprement parler, les résultats sont souvent décevants. La question que je me pose est donc de savoir pourquoi et
que faut-il pour déclencher cette révolution de l'apprentissage? On va commencer par là. Thank you very much. Merci beaucoup. L'apprentissage se fait à quelques étapes de la vie. Pendant ces premiers 1000 jours qui sont très critiques, les bébés apprennent beaucoup. Plus de 80% du cerveau est en train de se développer. Donc, les programmes de développement pour la petite enfance seront très importants. Nous avons l'impression que à cet âge-là, les bébés et les petits-enfants ne font que grandir, mais ce sont des années d'apprentissage intense. Nous essayons dans les premières années de scolarité d'apprendre l'alphabétisation, la numérisation, mais nous ne le faisons pas très bien. 6 enfants sur 10 en école primaire n'atteignent pas les niveaux de base de lecture. Dans les années secondaires, il y a trop d'enfants qui décrochent. Il faut une révolution parce que nous devons passionner les jeunes, les inciter à être passionnés à l'école, d'être passionnés par l'apprentissage, d'être passionnés par le fait qu'ils vont se faire une carrière s'ils continuent à apprendre. Et ils doivent comprendre que, enfin, nous devons comprendre que si on ne leur donne pas des compétences pratiques et un vrai apprentissage, ils ne viendront pas à l'école. Il faut que l'environnement les attire. On va devoir utiliser de bons enseignants, des salles de classe, l'intelligence artificielle. Il faut des bons programmes scolaires, il faut des programmes de scolarité abordables et tout le reste. Penny Mordaunt. Merci. Il ne faut pas oublier que les cibles se déplacent tout le temps. Nous devons profiter des possibilités que nous avons dans des économies en pleine croissance, les emplois qui seront nécessaires, la progression technologique. L'apprentissage devient de plus en plus difficile parce que nous sommes constamment en train de changer le genre d'apprentissage qui est nécessaire, le genre d'enseignement qui est nécessaire pour que les enfants et les jeunes puissent profiter du nouvel environnement. Je pense non seulement aux enfants qui sont déjà à l'école. Il faut nous assurer que tous les enfants aient des possibilités d'apprentissage. Je suis contente de voir le travail qui s'est fait dans les 12 derniers mois pour que les efforts pour inclure les enfants les plus marginalisés, surtout les filles, les enfants handicapés aussi. C'est très important de les inclure. Et il est primordial pour nous de mesurer ces taux d'apprentissage parmi les enfants vulnérables. Il faut qu'il y ait plus d'enfants à l'école. Dans 3 domaines, il y a de grands défis. Premièrement, nous devons nous assurer que les pays ont les capacités nécessaires pour percevoir leurs revenus et les utiliser à bon escient. Deuxièmement, la population active. Nous avons de grandes lacunes. Il n'y a pas assez d'enseignants. Il nous manque à peu près 70 millions d'enseignants dans le monde. Et les lacunes sont non seulement du côté du nombre d'enseignants, il y a aussi les connaissances qu'ont ces enseignants. Nous devons non seulement les recruter, mais aussi les équiper pour qu'ils fassent le travail nécessaire. Pour les organismes comme le mien, nous voulons utiliser nos fonds pour pouvoir viser les groupes qui ont les plus grands besoins. L'indice de capital humain est un outil très important. Il faut faire une désagrégation de données pour nous assurer de viser les bons groupes. Je suis très contente de voir que la facilité qui vise les enfants handicapés et leur apprentissage a été lancée.
Julia Gillard. Après cela, nous vous reviendrons, Madame la Ministre. Nous vous posons la même question. Pourquoi est-ce que nous voyons ces lacunes et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une révolution? Je vais ajouter à ce qui a été dit sur la petite enfance et dans la foulée des commentaires de Penny. Je dois dire que maintenant la conversation a lieu. Au moins, nous parlons d'apprentissage et nous sommes plus efficaces dans notre collecte de données. Ce sont des choses qui paraissent assez humbles, mais il y a 5 ans, cette conversation n'aurait pas eu lieu et nous n'aurions pas eu les données nécessaires pour savoir de quoi il s'agit. Nous essayons de nous assurer que les dépenses se font de façon les plus efficaces. Le partenariat mondial pour l'éducation se concentre sur l'éducation dans les pays émergents. Nous avons besoin de mieux partager les mesures qui fonctionnent. On ne le fait pas encore assez bien. Nous essayons de le faire par un échange de connaissances et d'informations. Nous voulons partager nos meilleures pratiques sans oublier ce que nous pouvons encore apprendre parce qu'il y a beaucoup de pays et de provinces et de régions qui font bien les choses et ils doivent partager leurs méthodes. Il y a aussi le défi de la population active. Nous devons comprendre ce qu'il va falloir pour les emplois de l'avenir. C'est une demande importante des partenaires en développement. Nous visons la préparation des enseignants, mais il faut le faire de façon beaucoup plus intense. Merci. Maintenant, Madame la Ministre Safa, je sais que le système de la Sierra Leone a été dévasté par la guerre civile. Vous pourriez peut-être nous dire quels sont les défis que vous devez affronter et les questions qui ont été soulevées par vos partenaires, par exemple les qualifications des enseignants, l'inclusion des jeunes, des enfants. Merci. Même avant la guerre, le système de l'éducation se détériorait. 2 sur 5 enfants a été à l'école. Le taux d'alphabétisation n'est que de 40%. Donc, nous essayons d'améliorer les choses. Nous offrons maintenant un système d'éducation sans frais. Nous avons alloué 1% de notre budget à l'éducation. Nous visons 10 000 enfants. Non, pardon. 1,4 million d'enfants dans 10 000 écoles. Nous voulons qu'ils aient l'accès à l'école. Ils n'allaient pas à l'école parce qu'ils ne pouvaient pas payer les frais de scolarité. Maintenant, le gouvernement va payer les frais de scolarité pour tous les enfants. L'éducation était bloquée parce que les parents ne pouvaient pas payer les frais de scolarité. Nous avons aussi étudié les questions d'handicap. Nous voulons que l'environnement scolaire soit accessible pour les enfants handicapés. Nous ne visons pas seulement l'accès, mais aussi la qualité. Par exemple, nous ajoutons des salles de classe et nous réduisons le nombre d'étudiants par classe. Nous offrons des livres aux étudiants sans frais. Par exemple, en mathématiques et dans les humanités, dans les sciences humaines. Nous avons établi des commissions scolaires. Maintenant, pour les défis que nous devons affronter,
Nous avons augmenté l'offre dans le domaine de l'éducation. Quand nous avons introduit le programme sans frais en septembre, ça veut dire que la demande a d'un coup augmenté aussi. Cela comprend la demande pour les livres. Le nombre d'enseignants n'est pas suffisant. Nous avons compris que nous n'avons pas suffisamment d'enseignants qui ont les qualifications nécessaires. Ça aussi, c'est un défi. Il y a aussi la capacité du ministère de superviser les écoles. Nous sommes en train d'établir des postes et d'embaucher plus de superviseurs d'école pour nous assurer que les enseignants offrent le curriculum entier. Un problème, c'est la grossesse parmi les jeunes filles. C'est en train d'affecter la mortalité des jeunes. 40% des mortalités sont parmi les jeunes femmes enceintes. Donc, pour nous, en tant que gouvernement, nous voulons nous assurer que les enfants finissent l'école et pour le faire, nous devons investir dans la grossesse parmi les adolescentes. Il y a aussi une nécessité de mettre en œuvre des mécanismes de coordination. Nous avons un groupe interministériel qui travaille avec des partenaires. Je dois d'ailleurs remercier nos partenaires. La Banque mondiale nous appuie très bien avec 70 millions de dollars qui nous aident avec nos programmes d'éducation sans frais. Nous avons aussi des contributions en vertu de l'UNICEF, par l'UNICEF qui nous offre des livres et le programme de nutrition à l'école. Donc, du côté technique, il nous aide aussi. Nous avons de l'appui pour le ministère de l'Éducation. Le partenariat à haut niveau avec le ministère des Finances a été très solide et nous a beaucoup aidés. Le ministère des Finances a beaucoup fait pour sensibiliser la population et les partenaires à ces besoins. Donc, nous investissons les ressources et nous avons demandé que 20% du budget soit affecté à des fins d'éducation. Donc, en tout cas, c'est un défi intéressant, mais c'est faisable. L'éducation est primordiale. Merci beaucoup. Je vais rester sur la question de ressources, donner la parole à Julia Gillard. Dans quelle mesure l'amélioration des résultats de l'apprentissage a à faire avec un investissement accru? Est-ce qu'on voit une amélioration automatique si les deniers augmentent? Le ministre vient de nous décrire un cercle vertueux. On commence par transformer le système de l'éducation en améliorant le côté de l'offre et en générant la demande, ce qui fait augmenter la nécessité de ressources. Alors, comment est-ce que les pays peuvent travailler de manière à tirer parti des soutiens financiers qui sont nécessaires? On a besoin d'un financement meilleur et nous avons besoin de davantage de fonds également. Alors, cela ne veut pas dire que plus de fonds se traduisent par de meilleurs résultats. Si c'était le cas, on aurait déjà résolu beaucoup de défis dans le monde, mais ce n'est pas aussi simple. Si chaque dollar investi à l'heure actuelle dans l'éducation par le biais de flux financiers externes ou par les recettes fiscales, si cet argent était utilisé de la manière la plus efficiente pour son impact, on n'arriverait pas à
éduquer tous les enfants au niveau souhaité. Et on ne pourrait pas non plus éduquer tous les enfants les plus marginalisés qui, par définition, sont ceux qui sont plus difficiles et plus onéreux à éduquer. Effectivement, donc il faut garder l'œil sur la maximisation de l'impact de chaque dollar, mais nous avons besoin aussi de faire du plaidoyer pour obtenir davantage de fonds. L'argent qui soutient l'éducation dans les pays en développement vient des pays eux-mêmes. Et il faut reconnaître que lorsque nous discutons, nous parlons des flux de fonds externes, mais il faut reconnaître les financements internes. Et les flux donc de financement externes sont importants et nous devons de faire en sorte de travailler de manière coordonnée. Il y a trop de fragmentation à l'heure actuelle et nous devons faire en sorte que cela évolue pour que nous puissions travailler mieux ensemble. On demande davantage d'argent pour l'éducation et davantage d'outils pour le changement dans l'éducation et donc il faut aussi faire le plaidoyer de davantage de coordination pour pouvoir avoir le plus grand impact possible. Le ministre a parlé de la nécessité de la pérennisation des financements. Dans votre expérience au GPE, à votre sens, quelles sont les bonnes pratiques pour ce qui est donc de l'obtention de ressources nationales sur tous les pays du GPE? Beaucoup de pays sont à la hausse en matière de dépenses dans l'éducation. Et pour pouvoir obtenir nos subventions GPE, les pays doivent augmenter leurs dépenses nationales en matière d'éducation. Cela étant dit, nous devons de reconnaître que beaucoup des pays dans lesquels nous travaillons ont des économies réelles de faible taille et peu de revenus de l'impôt. Donc, quand on parle de l'augmentation des dépenses, eh bien, admettons 20%, ça reste 20% d'un montant relativement faible, compte tenu de la taille de la tâche. Alors, nous n'avons rien à faire avec la fiscalité, mais bon, c'est quelque chose qui doit rentrer en ligne de compte et il faut en parler. Lorsque nous parlons d'un secteur où la mobilisation des ressources nationales est essentielle. Je souhaiterais passer la parole à Henrietta de l'UNICEF. Si vous souhaitez parler du financement, je serais ravie que vous le fassiez parce que je sais que votre expérience est vaste. Mais au-delà de ça, j'aimerais que vous parliez des adolescents. Je sais que c'est une des concentrations des travaux de l'UNICEF. Comment prendre en charge les obstacles du développement des compétences chez les adolescents? Parce que beaucoup de leurs besoins sont uniques en leur genre. Et qu'est-ce qui s'est révélé efficace dans la pratique? Très bien, merci. Je vais rebondir sur les commentaires précédents du financement. Le financement fait également une grande différence, particulièrement si vous êtes dans une communauté minoritaire ou si il s'agit d'enfants souffrant de handicap. Davantage d'argent aide. Si 9 enfants handicapés sur 10 ne sont pas scolarisés, des financements supplémentaires peuvent être utiles. Et si vous êtes au sein d'une communauté autochtone ou minoritaire, eh bien, des fonds supplémentaires seront très utiles. C'est difficile parfois pour les autorités publiques de travailler avec tous les gens dans le pays. Et donc, c'est pourquoi davantage de financement peut être utile. Et je parle de financement privé et public qu'il faut essayer de mobiliser avec la nouvelle orientation de la banque et le capital humain. Eh bien, les choses vont beaucoup changer. Nous devons tous en tirer parti pour essayer de faire avancer l'éducation. Alors, pour ce qui est des jeunes, les adolescents, eh bien, c'est une période de la vie qu'on ne comprend pas très bien. Les adolescents n'ont pas l'impression qu'on les écoute et nous, on a l'impression qu'ils ne nous parlent pas. Ils doivent
Parfois, donc, ils font face à la violence à la maison, à l'école, sur le chemin de l'école et en ligne. Et les enfants, les adolescents veulent qu'on les aide, que ce soit au niveau de la santé mentale ou encore en ce qui concerne l'orientation professionnelle. La plupart d'entre eux ne se projettent pas dans l'avenir avec un emploi tel que les nôtres. 8 sur 10 des enfants devront être entrepreneurs. Pour la plupart, ils ne vont pas aller à l'université. Ils vont devoir pouvoir gagner de l'argent plus rapidement. Donc, à l'école secondaire, il faut pouvoir leur donner ces compétences. Il faut s'assurer qu'ils aient des compétences de base en lecture, en calcul et en écriture. Il faut qu'ils puissent savoir communiquer et comment savoir être entrepreneur. Ils doivent avoir des compétences professionnelles, par exemple la charpenterie ou la mécanique ou l'ingénierie ou autres compétences de métier. Il va falloir également apprendre des langues et il faudra connaître le monde numérique. C'est très difficile de faire partir du monde si vous n'avez qu'une seule langue. Et beaucoup de gens sont maintenant connectés dans le monde numérique et les gens veulent que cette révolution d'apprentissage s'enclenche. Nous avons lancé Génération Unlimited. Il s'agit d'une grande plateforme qui allie le secteur privé aux autres parties prenantes. Et nous allons former les enseignants et les élèves en même temps. Il y aura beaucoup d'innovation. L'apprentissage artificiel sera là dans une dizaine d'années. Donc, merci beaucoup. Je vais rester sur ce même sujet parce que, bien entendu, c'est d'une importance extrême pour beaucoup des pays pénis. À votre avis, qu'est-ce qu'il est essentiel de faire pour préparer les jeunes à un avenir professionnel qu'il est difficile de concevoir aujourd'hui? Eh bien, je suis d'accord avec ce qu'Henrietta a dit au début. Ce n'est pas une usine qui fabrique... on ne peut pas, c'est pas une fabrique apolitique dont il s'agit. Il s'agit ici de motiver les personnes, d'essayer donc de motiver à l'apprentissage, de connaître les ambitions des gens, quelles sont leurs prédispositions à certaines compétences. Pour véritablement assurer que cela se produise, les gens doivent voir que cela en vaut la peine que de rester à l'école. Les gens doivent savoir qu'il existe des débouchés, que ce soit un débouché dans l'entrepreneuriat ou une activité économique à laquelle ils pourront participer et donc la possibilité d'une trajectoire. C'est donc très important, ainsi que les questions qui ont été mentionnées par Henrietta, le fait d'assurer un environnement d'apprentissage sûr où on peut se concentrer sur ses études sans se soucier d'autre chose. Il est également nécessaire d'en faire davantage dans le domaine de l'éducation technologique. Bien souvent, il y a de très bonnes bourses, beaucoup de voies d'accès à l'université, mais je pense que le marché est beaucoup plus large à l'extérieur de cela, où on pourrait développer donc des modes d'éducation technologique, comme c'est le cas au Royaume-Uni et ailleurs. Il faut s'intéresser à la possibilité de donner des compétences pratiques aux gens à partir de l'adolescence. Et le secteur privé peut jouer un énorme rôle dans ce domaine. Je suis très intéressée par la manière d'habiliter les sociétés qui souhaitent investir dans certains pays. Donc la possibilité pour ces sociétés qu'il s'agisse d'une société de service ou de fabrication. Il faudrait donc essayer de tirer des leçons des sociétés qui le font déjà, parce qu'il ne s'agit pas simplement de transposer quelque chose qui a été fait dans un pays donné et le mettre dans un autre pays. J'ai été très impressionnée par les expériences qui ont été acquises par certaines sociétés dans ce domaine. Avec l'apprentissage
des compétences technologiques et également pour ce qui est de la motivation qui pousse les gens à entamer une carrière dans un domaine bien précis. Donc, il faut essayer de mettre en relation le monde des affaires, les hommes et femmes d'affaires du monde entier et s'intéresser aux expériences des pays et des sociétés. Il y a des enfants et des élèves qui font face à des obstacles, souvent multiples, et il faut donc aussi s'intéresser à la possibilité d'apprendre à ces enfants-là. La DFID se concentre sur les filles marginalisées et les personnes handicapées. Et nous le savons, en fait, il s'agit du groupe le plus axé sur l'entrepreneuriat de toutes les sociétés. Donc, si ces personnes ne sont pas incluses, eh bien, c'est une perte pour le pays. Monsieur le ministre, je souhaiterais vous poser la question suivante. Quelles sont les priorités de votre pays pour préparer les jeunes à un avenir où l'emploi sera très différent de ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui est devenu une priorité pour la Sierra Leone? Et le cas échéant, quelle est votre vision? Eh bien, de manière générale, l'objectif phare pour nous, donc, c'est le développement du capital humain. Et l'éducation est au centre de cela. Mais il y a deux domaines. L'éducation de qualité, mais également le développement des compétences pour la formation professionnelle. Donc, le ministère de l'Éducation s'en occupe, mais nous avons scindé le ministère de l'Éducation, donc avec un ministère pour l'éducation pratique et professionnelle et l'éducation traditionnelle primaire et secondaire. On s'est rendu compte que beaucoup d'enfants n'avaient pas de seconde chance dans la vie, ceux qui ne réussissaient pas à l'école. Ils n'avaient pas l'incitation nécessaire, ils n'avaient pas d'encouragement qui les poussait à se tourner vers un apprentissage, par exemple. Les normes n'étaient pas claires et donc on se reposait sur le secteur privé. Mais nous avons maintenant mis en place des PPP. C'est un modèle qui nous permet donc de développer des programmes de formation professionnelle. Nous élaborons les programmes d'enseignement et tout cela jusqu'à le placement dans des entreprises à la fin du programme. Et vous voyez donc des adolescents qui ont quitté l'école, ont besoin d'une deuxième chance, mais une deuxième chance réelle, pour ainsi dire, avec la possibilité de travailler à l'issue de la formation. Ils peuvent passer donc 2 à 3 ans dans une école professionnelle sans avoir d'issue. Donc, ce que nous faisons maintenant, c'est que nous faisons en sorte qu'ils aient les compétences nécessaires et les outils nécessaires pour créer leur propre société, leur propre entreprise à l'issue de la formation. Et nous avons besoin de l'infrastructure pour soutenir cette initiative. Je ne suis pas tout à fait sûre. Il y a beaucoup de théories qui expliquent la situation actuelle. Serait-ce un legs des Britanniques? Je n'en suis pas convaincue. Mais si quelqu'un veut devenir docteur ou avocat, c'est une chose, mais pour le moment, nous sommes encore en train d'importer des expertises, des personnes qui doivent travailler en Sierra Leone. Et nous devons donc renforcer les capacités nationales pour les secteurs critiques, en l'occurrence. Beaucoup de travaux ont été réalisés. Et donc, ça, c'est la deuxième concentration de nos objectifs. From the online audience, so I'm just going to... Nous devons bientôt finir, mais il y a 2 questions qui nous viennent de nos participants. Premièrement,
une question sur l'inclusivité, sur l'inclusion. Certains d'entre vous ont parlé d'étudiants handicapés avec des besoins spéciaux. Comment pouvons-nous être sûrs que tous les enfants seront considérés de façon inclusive? Nous travaillons sur un programme numérique au Kenya qui est livré sur une tablette. Donc, si vous avez des handicaps de vue ou de l'ouïe, vous pouvez travailler avec quelqu'un qui a d'autres capacités. Ceci vous permet d'être vraiment inclus. Vous pouvez apprendre avec quelqu'un qui voit si vous ne voyez pas ou qui entend si vous n'entendez pas. Il y a des jeux, par exemple, qui vous apprennent à apprendre l'alphabet, mais c'est certainement un programme axé sur les capacités de tout le monde qui sont différentes dans chaque enfant. Tous les enfants ont droit à la scolarité, mais les politiques actuelles doivent prendre en compte les enfants handicapés. Il faut un meilleur accès aux classes pour les enfants handicapés. La plupart des écoles n'ont pas l'accessibilité nécessaire. La plupart des livres ne peuvent pas être lus par des enfants qui ont des problèmes de vue. Dans tous nos pays, c'est un défi énorme. Les enfants handicapés ne peuvent pas survivre dans les régions rurales, avoir accès aux écoles. C'est un grand défi, mais c'est un élément très important de notre programme. Julia Gillard, si vous avez quelque chose à ajouter, mais il y a une autre question. Et cela nous ramène au fait que ce n'est pas seulement une question d'argent. Que pouvons-nous faire, demande la personne, pour réduire les coûts mais améliorer l'efficacité? Nous allons prendre un exemple d'efficacité améliorée. Les enfants qui devaient répéter des classes parce qu'ils n'atteignaient pas les niveaux nécessaires. Donc, on investissait beaucoup d'efforts dans leur scolarité, mais sans qu'il y ait les résultats d'apprentissage. Si on peut établir des plans d'apprentissage qui sont personnalisés pour les enfants qui ont certaines difficultés, ça les aidera à atteindre les niveaux plus satisfaisants. Au Cambodge, par exemple, et cela nous ramène à la qualité des enseignants. C'est souvent les enseignants qui remarquent que certains étudiants ont des handicaps qui peuvent être remédiés, comme des problèmes de vue. Quand on sait qu'il y a un problème, on peut avoir un diagnostic et, par exemple, obtenir des lunettes pour l'enfant. Quand nous voyons la chose du point de vue d'un retour sur notre investissement, quand on vise les plus vulnérables de notre société, il y a un très grand retour sur l'investissement. Des programmes d'éducation qui visent les enfants avec des besoins complexes. Je vous donne un exemple. Un adolescent, pour la première fois, avait pu indiquer à quelqu'un qu'il devait utiliser la toilette. Et ça, c'est grâce au programme DFIDA qui a fait une très grande différence et qui permet maintenant à beaucoup d'enfants handicapés de participer. C'est quelque chose qui aide aussi les familles. Quand nous parlons d'investissement, nous ne devons pas oublier que c'est le meilleur investissement que tout pays pourrait faire.
Merci, c'est un exemple très émouvant. Le développement de la petite enfance devrait faire partie de tout programme d'éducation dans tout pays. C'est dispendieux. Beaucoup de pays ont déjà les jardins d'enfants, l'école maternelle, mais pour un coût pas très élevé, l'investissement pour les années qui précèdent le jardin d'enfants donne d'excellents résultats. I will ask you to return to Je vous demanderai de reprendre vos places parce que nous allons entendre un deuxième panel. Si nous voulons une vraie révolution de l'apprentissage, nous devons parler non seulement des jeunes, mais avec les jeunes pour entendre leur point de vue sur la façon d'améliorer l'apprentissage et aller vers un avenir dynamique. Le Financial Times a organisé un concours de blog pour les jeunes et nous allons prendre quelques moments pour entendre les messages des gagnants. Comment repenseriez-vous l'éducation pour que vous puissiez vous épanouir? Pendant des siècles, notre environnement est resté le même. L'éducation est une question d'élargir nos esprits, encourager la créativité, résoudre des problèmes et contribuer en tant que particulier et en tant que membre d'équipe. Il nous faut les capacités de comprendre les nouvelles et l'économie. Nous voulons avoir l'esprit ouvert. Il faut un environnement responsable qui respecte le monde. Nous devons avoir une pensée critique. Comment est-ce qu'une personne peut répondre à tous les besoins différents d'apprentissage? Les compétences des étudiants doivent être développées de façon personnalisée. Je ne vois pas d'adversaire. Je vois la tradition et l'innovation comme alliés dans le monde de l'éducation. Ils ne sont pas opposés l'un à l'autre. C'est magnifique de pouvoir passer du monde véritable au monde virtuel avec la soif d'avoir des connaissances. Nous voulons former ceux qui sont créateurs et qui pensent et qui peuvent s'adapter. Nous pouvons avoir des écoles dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque pays. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, de ces jeunes que nous venons de voir sont avec nous aujourd'hui. Je vais donc inviter Nia Doan du Vietnam et Ashita Gupta de l'Inde de se joindre à moi sur la scène. Elles ont 16 et 17 ans respectivement et je vais demander à Annette, qui est déjà derrière le podium, de parler de leur réussite. congratulations to the Félicitations à vous deux. I think I can speak for everyone here in saying we wish. Je vous souhaite un excellent succès au nom de tout le monde. Je suis sûre que vous aurez un avenir brillant. Right here. So we will now move. Nous allons maintenant passer à notre deuxième panel. Je vais vous présenter nos participants. Marie Kawar, qui est le ministre du Développement international de la Jordanie. Elle a 25 ans d'expérience au niveau national et régional. Bienvenue, Excellence. C'est un plaisir de souhaiter la bienvenue à Alan Blue,
qui est le cofondateur du réseau professionnel LinkedIn. Il est en fait un concepteur au théâtre. Il était aussi le concepteur de nouveaux produits pour PayPal. Bienvenue. We've already heard. Nous avons déjà entendu Annette Dixon. Je vais la présenter en plus de détails. Elle a une longue carrière à la Banque mondiale. Avant cela, elle a travaillé pour le gouvernement de la Nouvelle-Zélande dans le ministre de la Jeunesse, au ministère de la Santé et de la condition féminine. La discussion de ce panel va être axée sur une approche cohérente à la révolution dans le domaine de l'éducation. Ce sera très important de coordonner nos efforts. Alors, je commence par vous, Madame Kawar. Dans votre pays, vous avez un très grand nombre de réfugiés. Comment pouvez-vous les intégrer dans votre système de l'éducation? Comment pouvez-vous avoir une approche coordonnée? Comme vous savez, la Jordanie a reçu un très grand nombre de réfugiés. Le système, nous acceptons tout enfant dans nos écoles. Leur nationalité n'a pas d'importance. Les enfants syriens sont les bienvenus dans les écoles jordaniennes. D'ailleurs, tous les enfants des réfugiés sont les bienvenus. Ça part du principe que tout le monde doit être inclus. Mais nous étions confrontés à deux défis. Nous avions un grand nombre de nouveaux étudiants. Les enseignants ne pouvaient pas absorber ce volume de travail. Donc, ça, c'est du côté de l'école. De plus, les jeunes enfants syriens avaient de la difficulté à rester à l'école et les enfants les plus âgés avaient eu des interruptions dans leur parcours de scolarité et ne voulaient pas retourner à l'école. Donc, pour nous assurer que les jeunes enfants syriens aillent à l'école, nous avons formé des enseignants syriens du camp comme aide à l'éducation. Elles travaillaient donc dans les écoles jordaniennes. Elles n'étaient pas des fonctionnaires jordaniens, mais elles avaient été, et oui, ils avaient été des enseignants dans leur pays. Donc, cela nous a aidés à être inclusifs. Deuxièmement, pour les enfants moins jeunes, nous parlions d'apprentissage il y a quelques moments, non seulement de l'éducation. Nous avions des partenaires parmi les ONG. Nous avons un projet lancé par la reine Rania, des dispositifs technologiques qui aidaient les plus âgés à apprendre et à obtenir leur certificat. En ce moment, 134 000 enfants syriens sont dans les écoles. Nous avons 204 écoles qui ont deux quarts, qui ont 2 journées scolaires dans une, et cela va continuer jusqu'à ce que nous puissions construire un plus grand nombre d'écoles. Annette, comment est-ce que nous pouvons arriver à aligner tous les intervenants qui travaillent dans le domaine de l'éducation et de l'apprentissage? Comment pouvons-nous coordonner leurs efforts vers un but commun, l'amélioration de l'apprentissage, pour que nous puissions progresser plus rapidement? Je pense que la coordination représente un défi pour tous les pays. Ce que on a vu dans le projet de capital humain, eh bien, c'est qu'on n'obtient pas de bons résultats uniquement en travaillant avec le ministère de l'Éducation. Il faut une coordination et ce sont les familles qui sont à la source de tout cela. Les familles doivent vouloir une bonne éducation pour leurs enfants et beaucoup des conditions qui permettent aux familles de vouloir cela
exige des interventions en dehors du système éducatif. Il peut s'agir de transports sûrs pour aller à l'école, par exemple, ou des filets de sécurité pour les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables. Une coordination interministérielle représente donc un grand défi. Et dans les pays fédéraux, ou dans la plupart des pays, vraiment, c'est une coordination au niveau des différentes localités, donc départements, régions, etc. Et tout le monde doit comprendre à la base dans quelle mesure le système éducatif soutient l'apprentissage. Et dans notre projet, ce qui m'a surpris, c'est que beaucoup de décideurs politiques qui ne sont pas directement impliqués pensent que la scolarisation équivaut à l'apprentissage. Et il faut véritablement soutenir les pays pour qu'ils élaborent de bons systèmes d'évaluation, pour que tout le monde comprenne la manière dont l'apprentissage se produit. C'est une des choses sur lesquelles nous nous concentrons à la banque parce que si les gens ne s'accordent pas sur cette vision, cela cause des problèmes. Le ministre nous a parlé des droits reproductifs et du maintien des jeunes filles à l'école et c'était très important. Et cela revient également sur ce que vous venez de dire en ce qui concerne la coordination. Alan Bloom. Les participants du premier panel, on en a déjà beaucoup parlé, mais vous avez dit qu'il était pratiquement impossible de prévoir l'avenir du travail. Alors, comment pouvons-nous préparer les jeunes aux métiers de demain sans savoir ce que ces métiers seront? C'est une bonne question. Je suis effectivement sûre que nous savons quelques éléments. Nous savons que les choses vont continuer à évoluer et qu'elles vont évoluer de manière de plus en plus rapide. Nous devons donc tous nous attendre à changer de travail fréquemment et changer de rôle fréquemment. La plupart des emplois de l'avenir auront une composante technologique. Donc, peu importe ce que vous faites maintenant, si vous n'utilisez pas un ordinateur pour le faire à ce stade, ce sera le cas à l'avenir. Ça peut être un ordinateur, un robot, peu importe, cela fera partie de votre avenir. Donc, 2 éléments de conclusion. Tout d'abord, nous devons pouvoir former les gens à faire preuve de souplesse quant aux différents rôles qu'ils joueront à l'avenir. Et cela a été dit dans la première partie de la séance pour ce qui est des compétences qui vous permettent d'apprendre, les compétences qui vous permettent de travailler avec les autres et les compétences qui vous permettent de prendre des bonnes décisions, qui sont utiles pour tous les métiers. Ensuite, l'éducation technologique devient impérative. Tout le monde doit savoir utiliser la technologie. Donc, outre la lecture, l'écriture et le calcul, nous devons tous savoir comment utiliser un ordinateur. Nous devons tous savoir comment les données sont utilisées dans nos travaux. Sinon, nous ne serons pas prêts à travailler ou à être de bons citoyens. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que le secteur privé et les sociétés technologiques peuvent faire? Je sais que vous êtes en train de lancer une initiative d'apprentissage avec la Banque mondiale. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus dans le détail et nous parler de la question au sens large? Alors, à l'avenir, on aura les mêmes défis qu'aujourd'hui. En d'autres termes, une des choses les plus difficiles à faire aujourd'hui, c'est de s'assurer de former les gens de manière à ce qu'ils puissent occuper les postes de travail d'aujourd'hui. Et ce sera la même chose dans une dizaine d'années. Donc l'objectif, c'est de créer un système qui nous permette de comprendre ce qui se passe dans l'économie autour de nous, de manière à ce que notre système éducatif puisse évoluer en fonction pour s'assurer que les gens apprennent ce dont ils ont besoin. Et les données sont utiles à cette fin. On peut donc observer ce qui se passe dans l'économie. Depuis quelques années, l'équipe LinkedIn travaille avec la Banque mondiale et nous avons un portail de données. Vous pouvez
le consulter. C'est linkedindata.worldbank.org et vous pourrez voir les informations relatives aux nécessités en matière de compétences. Vous pourrez voir les migrations également. Et pour aider les éducateurs, les enseignants, les ONG, les ministères et même les personnes à prendre les meilleures décisions possibles quant à savoir ce qu'il faut apprendre. Merci beaucoup. Donc, deux aspects de décision politique basés sur des preuves. Madame le ministre, est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail en partenariat avec le secteur privé? Dans quelle mesure est-ce que le secteur privé représente un partenaire important pour vous pour essayer de prendre en charge les défis auxquels vous faites face et pour obtenir de meilleurs résultats? Alors, tout à fait. Nous nous trouvons à un moment charnière où il faut réfléchir, penser au partenariat. Les gouvernements ne peuvent plus faire les choses seuls. Je peux vous expliquer quels sont les défis et la manière dont nous les prenons en charge avec le secteur privé. Dans les 10 années qui viennent, nous allons devoir construire 600 nouvelles écoles, nouveaux établissements. Et ça, c'est lié à la démographie. Vous savez que nous avons une population très jeune et beaucoup d'écoles sont louées et ne sont pas conformes aux normes. Alors, au lieu de se dire comment est-ce qu'on va s'attaquer à ce travail d'infrastructure, eh bien, nous avons créé un partenariat. Et nous avons fait une étude de cas. Nous faisons une étude de cas avec la SFI. La SFI va nous aider à construire et à exploiter des écoles publiques. Et si cela fonctionne, ce sera la solution à l'avenir. Nous pourrions donc gérer les programmes d'enseignement avec les secteurs privés pour pouvoir aligner les programmes sur les emplois de l'avenir sans se soucier du coût des infrastructures. Un autre défi est le suivant. En Jordanie, à l'heure actuelle, seulement 14% des enfants de moins de 4 ans sont scolarisés. Donc, imaginez les possibilités perdues en ce qui concerne le développement de la petite enfance. Et nous souhaitons promouvoir la scolarisation préscolaire, pour ainsi dire, aussi bien dans le privé que dans le public. À l'heure actuelle, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour ce faire. Nous travaillons donc de concert avec la Banque mondiale pour réfléchir aux différentes possibilités pour développer des programmes avec le secteur privé. Par exemple, est-ce qu'on peut fournir à des familles, aux familles à revenus faibles, des bons qui leur permettent de payer la garde d'enfants? Est-ce qu'on peut mettre en place beaucoup de centres de développement de la petite enfance qui ne sont pas gérés par l'État? Et dernièrement, je souhaiterais rebondir sur ce qui a été dit par monsieur. Comment est-ce qu'on peut réaliser au mieux la transition entre l'école et le travail? Et pour ce faire, nous alignons le système d'éducation professionnelle et le secteur de l'éducation au sens large et le secteur privé dans ce que nous appelons un conseil de secteur de compétences ou de compétences pour les secteurs. Et donc, on essaye de travailler avec le secteur privé en arrière-plan sur les programmes de certification. Annette, vous avez parlé précédemment de la nécessité d'objectifs clairs. À votre sens, qu'est-ce qui est essentiel pour les autorités publiques qui souhaitent vraiment avoir un impact sur une transformation forte de manière efficace et abordable? Nous pensons qu'il existe 4 éléments qu'il faut garder à l'esprit. Tout d'abord, il faut préparer les personnes qui sont sur le point d'apprendre. C'est tout ce que nous savons déjà. Donc, le fait que les enfants ont besoin d'être bien nourris, doivent être protégés contre toute violence et être stimulés dans la petite enfance. Deuxièmement, les enseignants. Les enseignants restent au cœur de tout système éducatif de qualité. Cela ne va pas changer. À vrai dire, je pense que le rôle des enseignants ne va faire que s'accroître. Les enseignants vont devoir de plus en plus enseigner des choses que les machines ne pourront pas enseigner. Et je pense que c'est important.
c'est vraiment difficile d'enseigner ces compétences auxquelles vous avez fait référence. Et les compétences sociales et émotives vont être encore plus essentielles à l'avenir dans le monde du travail, avec des choses telles que la ténacité, la persistance, le travail d'équipe, la résolution de problèmes, la réflexion critique. Il s'agit donc d'éléments dont doivent disposer tous les enfants à la sortie de l'école, outre la lecture, l'écriture et les mathématiques. Quatrièmement, la technologie a un rôle à jouer pour soutenir ce processus. Cela passe par les programmes d'enseignement et bien d'autres choses. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine pour les pays en développement. Il est important de se concentrer sur les éléments qui vont soutenir les enseignants dans leur métier, parce que beaucoup de pays ont des enseignants qui se trouvent en situation de difficulté parce qu'ils sortent de systèmes éducatifs qui sont relativement frêles. Et les technologies qui seront les plus utiles seront les technologies qui auront été testées dans des environnements à faible capacité, à large échelle, dans divers contextes. Et dernièrement, mais pas des moindres, le leadership est important au niveau des établissements scolaires et au niveau du système éducatif dans son ensemble. Hier, je venais au travail en voiture et j'écoutais un podcast de la radio de la Nouvelle-Zélande, donc pour que je sois à jour des actualités chez moi. Et il y avait un chercheur qui parlait d'une étude à long terme qui vient d'être terminée en Nouvelle-Zélande. Pendant 5 ans, ils ont suivi un certain nombre d'établissements scolaires. Ils ont réalisé une étude en profondeur sur les 20 écoles qui ont eu la plus grande amélioration. Et il y a eu 3 choses en commun qui sont ressorties. Tout d'abord, l'environnement était sûr et inclusif. Les enfants apprennent mieux quand ils se sentent bien accueillis et en sécurité. Deuxièmement, de fortes relations entre les apprenants et les enseignants, la communauté, la société et le secteur privé. Les relations donc entre l'école et le reste du monde sont essentielles et dernièrement et pas des moindres. Le leadership était fort et nous le savons. Nous allons partout dans le monde et nous voyons des variations de qualité de l'enseignement. Vous pouvez rentrer dans une école et sentir la différence tout de suite. Et cela, généralement, a trait à la qualité du dirigeant. 2 questions. Alan Blue. Les compétences dont Annette vient de parler, eh bien, c'est la liste de ce qui sera nécessaire pour les métiers qui ne seront pas faits par des machines. Il s'agit de compétences qui ont été mentionnées par les enfants tout à l'heure également. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? C'est une liste sur laquelle il va falloir se concentrer pour se préparer à l'avenir. Et deuxièmement, on pense souvent à l'éducation par le biais de la technologie, que c'est l'avenir de l'éducation. Alors, ce qu'on appelle EdTech, est-ce que vous voyez des innovations prometteuses dans ce domaine? Oui. Je suis tout à fait d'accord quant aux compétences qu'on appelle douces, soft skills. On a l'impression de réduire l'importance de ces compétences, mais ce n'est pas le cas. Quand on voit les écarts de compétences de par le monde, bien souvent cet écart porte sur ces compétences dites douces, par exemple les compétences analytiques et les compétences de communication orale, qui sont utiles pour aider les personnes à réussir, quel que soit leur métier. Il faut trouver un moyen donc de se concentrer là-dessus. Il s'agit également de compétences qui peuvent être développées très tôt dans la vie, quand vous parlez donc du lycée ou de l'université. Eh bien, l'enseignement peut être fortement influencé par les employeurs qui disent que nous avons tel et tel besoin, mais les entreprises ont moins d'influence sur ce qui se passe en école primaire et au collège. Donc, il y a un véritable défi. Il va falloir combler cette lacune et la technologie de l'éducation sera peut-être en mesure de le faire. Et je l'ai dit précédemment,
si vous ne travaillez pas actuellement avec un ordinateur aujourd'hui, ce ne sera plus le cas à l'avenir. Et je pense que ce sera le cas pour l'enseignement également. On va se rendre compte qu'il y a des moyens de travailler de concert avec la technologie pour obtenir des résultats à échelle. Par exemple, LinkedIn a travaillé en Inde avec une organisation qui s'appelle IL&FS. Il s'agit de projets de développement et d'infrastructures à large échelle en Inde. Et pour s'assurer qu'il y ait des gens qui travaillent dans les hôpitaux ou dans les hôtels, eh bien, cette société a commencé à former du personnel sur place pendant la phase de construction. Et LinkedIn a travaillé en partenariat avec cette société. Nous avons pris donc la formation de la société en l'intégrant dans LinkedIn Learning, qui est notre produit d'apprentissage. Donc, nous avons la fusion de la formation en classe et l'accès au programme d'enseignement en ligne à tout moment qui peuvent être utilisés au bureau ou ailleurs. Et donc, c'est une combinaison de ces deux choses. Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est la convergence des enseignants et de la technologie et les expériences quant à l'équilibre entre les deux. Nous devons commencer par nous assurer que chaque professeur puisse avoir plus d'impact avec un peu d'aide de la technologie. Nous allons revenir à quelque chose qu'a dit Annette et que Henrietta a indiqué aussi. Les enfants doivent être dans un environnement sûr. Pour vos réfugiés syriens, les enfants ont eu des expériences traumatiques. Comment est-ce que vous pouvez leur offrir un environnement sûr et sécuritaire? Comme nous avions dit, les enseignantes adjointes de Syrie aident et contribuent à ce sentiment de sécurité qu'ont les enfants. Mais il y a quelques initiatives. Un organisme est axé sur l'apprentissage communautaire et agit comme lien entre la communauté, l'école, les parents, la classe. L'initiative s'appelle J'apprends. C'est une initiative qui ressort d'un camp palestinien et qui montre les liens qui sont nécessaires entre l'école, la communauté, les parents et l'école et les enseignants. Je remercie tout le monde. Ça a été un échange chaleureux et formidable. And may I also say thank you. J'aimerais aussi remercier notre public qui est ici dans la salle et notre public en direct. Nous remercions aussi la Banque pour avoir offert la possibilité pour nous d'avoir cette conversation et à tous les organisateurs de cet événement très intéressant. Nos remerciements à vous tous.